bonjour. Et le développement durable. Donc, alors, donc, l'objectif de justement ce cours-là, et surtout de cette partie-là, ça va vous permettre donc la société qui connaît le principe de la S, et déterminer quoi alors, donc, là, il y a alors, plusieurs raisons permettent d'expliquer la nécessité de façon. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien lu le document. Mais au moins, vous avez lu ça. Oui, on a lu. Donc, que vous avez fait. Non, et vous voilà. Bon, d'accord, donc on va essayer de réfléchir un peu là-dessus. Plusieurs raisons permettent d'expliquer la nécessité des stratégies de croissance. Ça, c'est un coup passé. Donc, on vous demande d'identifier ces raisons qui permettent donc d'expliquer. Pourquoi il est nécessaire donc d'adopter des stratégies. Je pense que d'abord, il est nécessaire d'adopter une stratégie de croissance à cause de l'évolution naturellement de la démographie. Parce que si on prend le plan de la démographie, au fur et à mesure que la population s'accroît, il y a encore les nouveaux besoins dont elle a besoin pour pouvoir mieux s'insérer dans la société. Et donc, on doit tenir compte aussi de l'évolution de la population de la démographie pour aussi penser à mieux gérer cette évolution dans le futur. Donc, il faut une stratégie d'évolution et d'accroissement. Oui, pour les raisons, on peut citer le fait de s'adapter à une méthode, les différentes pour développer. Évidemment, et les populations qui ont directement un lien. Lorsqu'on parle de stratégie de croissance, il y a, on peut dire, si on peut parler de l'expert de façon de la production. Et tout ça. Donc, amener les populations à s'adapter à ces croissances. D'accord. Donc, ça veut dire que face à l'évolution, comme il a dit, on ne donne pas bien au progrès même dans tous les domaines, il est nécessaire d'adopter un certain nombre de stratégies pour pouvoir justement éviter cette façon. Ok, d'accord. Donc, maintenant, alors, on va voir un peu, alors, c'est la session. En un, on va voir donc la notion de responsabilité sociétale. Les potentiels indicateurs de responsabilité sociétale. Alors, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut tout simplement dire que la richesse d'un développement économique et social, prenant en compte donc la capacité de charge de la planète, a conduit donc la communauté internationale à fixer des objectifs ambitieux, tant en matière d'environnement, exemple, les émissions de gaz à effet de serre, que social, donc objectif du millénaire, lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre, les institutions internationales en charge donc, du développement durable interpellent de façon croissante et directe les entreprises à travers notamment
la responsabilité sociétale, la modification des modes de production ou le développement de l'économie verte. La thématique donc de la responsabilité sociétale d'entreprise a émergé aux États-Unis dans les années 1950 et seulement depuis quelques années en Europe. Traduit donc de l'anglais l'anglo-américain CR et CSR, Corporate Social. Le concept donc de RSE s'est forgé initialement autour de considérations éthiques et religieuses. Toutefois, l'engouement donc dans la RSE a sans qu'une définition précise soit donnée et sans qu'un contenu substantiel lui soit attribué. Notre cependant, rapprochement entre la notion de développement durable et celle de RSE. Il apparaît que ces deux notions-là sont donc de niveaux différents. La première se situant au plan macroéconomique et macro-social, alors que la seconde fait référence au microéconomique. Plus précisément, le concept de développement durable fournit des principes qui encadrent les conditions de l'activité. Alors, donc, par exemple, comme je disais, ici, on a donné l'exemple de conception du projet durable. Donc, on doit, il y a un certain nombre de contraintes. Il faut répondre d'abord aux préoccupations des usagers. Il faut concilier les exigences. Il faut accompagner et assister dans leur choix. Ensuite, il faut associer les partenaires. Alors, donc, la RSE constitue quant à elle les modalités de réponse de l'entreprise aux interpellations sociales, incorporant en principe de nouvelles conceptions de performance en produisant des stratégies, des dispositifs de management et de conduite du changement, des méthodes de pilotage, de contrôle et d'évaluation. Alors, donc, quand on parle de responsabilité sociétale, ça veut dire un exemple d'une A qui existe dans les domaines, donc développe un certain nombre d'activités. Maintenant, ces activités qui sont développées là peuvent avoir des répercussions sur d'abord même, c'est-à-dire sur le personnel, sur la population, sur l'environnement. Donc, ça veut dire quoi? Donc, alors, ce qu'on recherche en parlant de responsabilité sociétale, ça veut dire quoi? Quels sont les engagements de l'entreprise vis-à-vis de ces conséquences de ces activités sur l'environnement? C'est bon? Voilà. On peut voir un peu ce que l'entreprise fait pour justement, comment on appelle ça, faire face à tous ces... En fait, c'est ça. Il faut comprendre cette histoire de responsabilité sociétale. Et une entreprise agit, met ses activités, forcément ces activités-là par rapport à l'environnement immédiat, par rapport à la société, par rapport même au niveau de l'économie, il y a un certain nombre de conséquences. Alors, quelle est la part de responsabilité et comment l'entreprise entend prendre ses responsabilités vis-à-vis de toutes ces actions? C'est bon? Alors, donc, la RSE est née au 19e siècle de la population sociale des hommes, qui a amené certains des militaires à réinventer la sociale. Toutefois, elle a émergé véritablement aux États-Unis avec Howard Bowen, à qui on attribue donc la paternité de la RSE. Et ce, grâce à la publication de son ouvrage intitulé Social Responsibilities of Businessmen. À un moment où le capitalisme américain avait pris de l'ampleur et entraînait dégradation des environnements sociaux. Donc, pour un peu la conception de la RSE et du développement durable, on peut tenir compte justement de plusieurs facteurs. D'abord, du point de vue social, du point de vue écologique. Donc, pour que une action soit durable, il faut qu'elle soit d'abord vivable, il faut qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit équitable. Donc, voici un peu les éléments dont on doit tenir compte. Alors, elle s'est ensuite développée avec les catastrophes majeures de Paris en 1984 et de Tchernobyl en 1986.
Ainsi, là, la thématique du développement durable, c'est un peu le schéma de Alors, il est bon de souligner que l'agenda 21 est le point de départ effectif du concept de responsabilité sociale. Alors, cet agenda contient 40 chapitres à l'aide de l'action de développement durable, concernant le développement social et économique, la production des environnements, la gestion des ressources, la participation de la société civile et les moyens de mise en œuvre d'un développement durable. La définition donc de la RSE ne connaît pas de consensus. Ainsi, selon les auteurs de la RSE, la RSE a plusieurs définitions. Alors, l'ISO 2002, dans ses travaux préparatoires à la future norme dédiée spécifiquement à la RSE, la définit de la façon suivante. La RSE désigne des actions entreprises par un organisme pour assurer la responsabilité de l'impact de ces actions sur la société et l'environnement, tant que ces actions-là soient cohérentes avec les intérêts de la société et du développement durable, fondées sur un comportement éthique, respect de la loi en vigueur et les instruments gouvernementaux et intégrés aux activités habituelles de l'organisme. On voit qu'il y a plusieurs aspects qui interrompent. Alors, selon le SECO 2009, il est généralement admis que la RSE désigne la contribution facultative de l'économie privée au développement durable, autrement dit un rapport à la société qui prend en compte les intérêts de ces parties prenantes. C'est-à-dire tous ceux qui interviennent donc dans l'action. Selon le gouvernement allemand, la RSE désigne la conduite responsable d'une entreprise dans ses activités principales. Le concept comprend donc tous les rapports sociaux, écologiques et économiques qui appliquent de manière volontaire une forme de responsabilité sociale allant au-delà des dispositions légales et incluant les échanges avec les parties prenantes. La norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations la RSE suit. La RSE désigne la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des conséquences des décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement. Donc, ça nous permet d'avoir une idée précise de la question de RSE. Alors, elle se manifeste donc par un comportement éthique et transparent. Alors, quand on parle de comportement éthique et transparent, à votre avis, on fait allusion. L'image de la morale. La morale, ça non? C'est qui est propre à l'intégrité morale. Voilà. Ensuite, et transparent. C'est tout ce qui est légal. Si peut-être je peux le non, pas forcément tout ce qui est légal, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tous. Voilà. On a une traçabilité. Voilà. Et qui contribue donc au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société. Donc, il y a un volet environnement qui est en compte. Et prend donc en considération les attentes des parties prenantes. Ça veut dire quoi? Un organisme décide de mener un certain nombre d'activités. Mais là, les activités qui sont menées, ça veut dire qu'il y a des partenaires aussi qui interviennent. Donc, on tient compte de comment on appelle ça, les intérêts de toutes les parties prenantes. C'est bon? Voilà. C'est-à-dire, toi qui es partenaire, lui, les partenaires, chacun d'entre nous est partenaire. Donc, on doit mener une action, on doit tenir compte de chacun. Voilà. On ne doit pas, c'est-à-dire, on ne doit pas développer les actions en ignorant donc les intérêts d'une partie. Non. On essaie de concilier tout le monde et puis on met l'action. Donc, ça devient une action qui est plus ou moins responsable. Bon. Alors, et est donc conforme aux normes internationales de comportement et intégrée à l'ensemble de l'organisation et est mis en œuvre donc dans ces relations. Bon, parce que, évidemment, on a beaucoup difficilement ça. Parce que je vois qu'il y a des actions, mais ce n'est pas des normes là. Est-ce que dans tous les cas, on essaie de faire un effort en temps vers. Voilà. Alors, donc, selon la stratégie de l'Union européenne, la RSE est donc la responsabilité des entreprises. Quelle
répond sur la société. On parle de société, mais il y a aussi l'environnement. Donc, alors, dans cette notion-là, on a donc notre responsabilité économique, ensuite notre responsabilité environnementale, ensuite notre responsabilité sociale et notre responsabilité civile. C'est bon? Voilà, donc c'est tous ces aspects-là qu'on va en prendre. Alors, toutefois, la majeure partie des usagers de ce concept semblent s'accorder sur la définition ci-après. La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est donc une démarche dans laquelle les entreprises vont intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité et dans leur interaction avec les parties qui sont donc les salariés, les clients, les fournisseurs, sur une base volontaire. Donc, les différents principes fondamentaux de la responsabilité sociétale. Alors, donc, voici un peu différents principes. Donc, comme je disais, on a donc une communauté de développement local, on a aussi des pratiques, questions relatives aux consommateurs, l'environnement, les relations et conditions du travail, les droits de l'homme. Tous ces éléments-là, ces valeurs-là, il faut prendre en compte quand on parle de la responsabilité sociétale. Alors, donc, ces différents principes-là sont donc les suivants. Il y a donc le principe de redevabilité. La redevabilité dans le domaine de la RSE exprime le fait que les entreprises sont redevables et donc responsables des conséquences et dommages causés par leur activité sur la société, sur l'environnement et l'économie et doivent donc de ce fait être soumises à des taxes. Voilà. Prenons par exemple, quand on parle un peu de l'environnement, le principe du pollueur-payeur. Si tu pollues, tu dois payer une taxe pour ça. C'est bon? Voilà. Donc, ça te permet de prendre ta part de responsabilité. Mais en même temps, puisque tu sais que c'est des taxes que tu dois payer chaque fois que tu pollues, donc ça permet de réduire un peu cette pollution. Puisque tu ne seras pas toujours obligé de payer les taxes. Alors, donc, celle-ci se décline donc en différents objectifs suivants. Donc, comme je disais, le principe de redevabilité, il est donc question de répondre de ces impacts sur la société, l'économie et l'environnement. Il faut donc accepter un examen approprié et le devoir de répondre correspondant. De réponse correspondante. Alors, ensuite, pouvoir répondre des intérêts des mandats de l'organisation, pouvoir répondre donc du respect de la législation et de la réglementation vis-à-vis des autorités, assumer une pratique fautive, prendre les mesures appropriées pour y remédier et mener les actions permettant d'éviter qu'elle vous avez fait une action qui a des conséquences graves sur la société et l'environnement, il faut que vous assumiez cette faute-là. Bon, ensuite que vous prenez les mesures pour remédier et que comment on appelle ça, les actions soient menées pour ne plus que justement cette assurance de service. Alors ensuite, le deuxième principe, c'est lequel? Le principe donc de la transparence. Alors, il faut donc assurer la transparence des décisions prises et des activités réalisées lorsque celles-ci ont une incidence sur la société et sur l'environnement. Ensuite, il faut diffuser de manière claire, juste et exhaustive à un degré raisonnable et suffisant les politiques, décisions et activités réalisées, avec leur effet connu et pouvoir sur la société et l'environnement. Donc, comme on dit là, quand vous faites, par exemple, une activité, par rapport à l'activité, puisque l'activité va avoir des conséquences sur l'environnement et sur l'environnement, donc des impacts dans l'environnement et social. Alors, ensuite, il faut rendre disponible, accessible, compréhensible les informations pour que ceux qui sont ou peuvent être touchés de diverses manières par l'organisation puissent donc en avoir conscience. Il faut que les informations soient disponibles. Je vois un peu dans le domaine minier, il y a beaucoup de sociétés minières. Les enfants à qui on donne très souvent les thèmes de recherche, quand ils vont, telle information est secrète. Bon. Donc, finalement, c'est comme une boîte noire. On ne sait pas exactement ce que vous faites, mais quand on tient compte de la responsabilité sociétale, il faudrait que clairement on puisse savoir exactement ce qui se fait.
C'est ça qu'on appelle la transparence. Pour qu'on puisse savoir ce qui se fait. Les prises de décision doivent être connues. Mais malheureusement, bon, il y a beaucoup d'enfants qui disent avec eux, ils font les quatre, il n'y a pas de coordonnées. Non, on dit non, on ne doit pas situer la zone, mais on ne peut pas. Oui. Je vous explique. Parce que c'est dans le domaine de l'EPG. En fait, au niveau des coordonnées dont vous parlez, aujourd'hui, toutes les entreprises minières, pour avoir même une autorisation, c'est fait par je peux dire, l'entreprise nous fournit son site, elle garde secret. Parce que si tu connais les points, c'est sûr que tu connais déjà la position et tu peux même déjà, par une seule étude, faire et déterminer la teneur. Donc aujourd'hui, puisque tous ces permis sont payants, donc quand tu vas pour un stage dans une structure minière, ce n'est même pas évident qu'on donne des données. La plupart des données qu'on donne, ce sont des données passives. Sous d'autres, même les données passives ne donnent pas. Juste pour ne pas qu'il y ait fuite de ce qu'on appelle des informations et des données. Parce que toutes ces données aussi sont je peux dire, une substance utile pour le contrecarrer. Parce que quand tu finis de découvrir, les informations sont pour toi. Si tu arrives à donner une information, c'est sûr que ton candidat premier, s'il a cette information, c'est sûr que s'il a plus de moyens que toi, il risque de faire. Maintenant, moi, je veux poser une question. Et vous connaissez bien tout ce qui est travaillé dans le domaine. Vous connaissez bien la législation en vigueur. Oui, la législation de le code. Le permis de recherche, là, il est accordé à quel? Le permis de recherche est encore une fois exclusif. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous accorde un permis de recherche, l'entité ou je vais dire la société qui a eu ce permis de recherche a le droit de divulguer toutes les informations qu'elle a, mais à condition qu'elle soit dans la phase d'exploration. Sinon, lorsqu'elle est dans la phase de recherche, ces informations sont encore personnelles. Jusqu'à ce que je suis d'accord. On est dans la phase de recherche, d'accord? Je suis d'accord. Parce qu'on parle du permis de recherche. Mais le permis de recherche, il est accordé à titre exclusif. Ça veut dire que vous recherchez de l'or, des entreprises, et on vous accorde un permis de recherche de l'or. Vous ne recherchez que de l'or. Maintenant, c'est vous qui recherchez votre or. Quelqu'un d'autre ne doit pas venir rechercher l'or sur le même site. C'est très clair. Hein? Donc, le site appartient à qui? À toi. On est d'accord? Et tu recherches ton or. Maintenant que tu divulgues les coordonnées autres là, il doit y avoir un souci. Le souci aujourd'hui est que les entreprises dans le temps, ils ont donné ces informations et ils ont été aujourd'hui confrontés à ce qu'on appelle l'orpaillage clandestin. Les gens se sont servis de leurs données pour aller piller leur permis. Oui, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, un permis n'est pas sécurisé. Ce n'est pas sécurisé, monsieur. Et vous n'avez pas le droit de sécuriser votre permis. Ils ont le droit de sécuriser leur permis. Je veux dire l'entreprise. Mais l'entreprise, aujourd'hui, les permis de recherche que c'est pour les grandes mines, on va jusqu'à delà de 100 hectares. Donc, pour couvrir une zone de 100 hectares, vraiment, pour permettre d'assurer cette zone de sécurité, ce n'est pas une chose évidente. Et ça aussi, ça nécessite assez de finances et assez de moyens. Bon, allez-y pour le moment dans la discussion. Allez-y. Ok, bon, ça n'y a pas de problème. Allez-y. Et donc, c'est qu'on recherche aujourd'hui. Il arrive qu'il y a des sociétés qui n'arrivent même pas à couvrir les charges même d'exploration. Et c'est ça qui fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui ont perdu même les permis de recherche parce qu'ils sont confrontés à des normes de recherche de permis d'exploration. Non, je suis dans le cadre des explorations. Parce que l'exploitation, on passe à la phase où on a déjà trouvé les indices, maintenant on peut aller exploiter. Au même titre que le permis aussi d'exploitation. Bien sûr. Maintenant, ce que moi je dis, puisqu'on parle de la responsabilité des informations, ici on parle des responsabilités, donc les informations doivent être divulguées, mises à disposition des parties prenantes. Maintenant, quand l'entreprise justement cache ces informations-là, déjà il y a un principe qui est faussé. Oui ou non? Oui, il y a un principe qui est faussé. Ah, mais donc, là où est la notion des responsabilités sociétales? Mais en fait, cacher ces informations au public, oui. Mais ils ont le droit de faire tout ce qu'on appelle déclaration au ministère des Mines.
Parce que s'ils ne font pas leur déclaration du ministère des Mines, c'est là qu'ils sont considérés comme mis en infraction. Et il y a des, comment on appelle ça? Il y a des amendes qui payent. Parce que, bon, ok, je vois un peu. C'est vrai que ces informations ne sont pas divulguées totalement. Voilà, non, mais je comprends un peu ton point de vue. C'est-à-dire quoi? Comment on appelle ça? Si le public, enfin, le grand public a accès à ces informations-là, les entreprises, enfin, le site peut être plus ou moins exposé à comment on appelle ça? À des activités d'orpaillage, clandestines. Ok. Mais je pose aussi la question. C'est pour ça que j'ai demandé, donc, est-ce que les entreprises n'ont pas comment on appelle ça? Moi, je me rappelle un peu, j'étais allé avec des étudiants, c'est pas fait deux, en fait, c'est plutôt, comment on appelle ça? C'est à tout maudit, non? Oui, à tout maudit. C'est que exactement, ils sont allés sur un site, soit des séries industrielles ou d'industriels. Là, c'est sûr que c'est à tout maudit. Je pense qu'à tout maudit, on est allé, il y avait un site où il y avait des gens qui écoutaient. Oui, c'est quand on a voulu entrer là, on a dit non, ça, c'est les sociétés, comment on appelle ça, on qualifie, soit semi-industrielles, ou bien il y a d'autres trucs, les artisanaux pratiquement, qui sécurisent leur endroit. Ils sont même gardés même par la gendarmerie, d'autres même ont pris des brigades civiles pour pouvoir gérer leur. Bon, et puis malheureusement, nous, c'est qu'au niveau même des études que les médias, très souvent, c'est ça qui fait le problème, parce que bon, ici, on est dans un centre de cartographie, on est dans un centre de recherche, et bon, un enfant sort une carte, on ne met pas de coordonnées parce que tout simplement on dit non, ben, bon, je sais pas. C'est pareil au pétrole aussi. Je suis d'accord, c'est pareil, c'est pas son mot. Oui, effectivement. Non, je suis d'accord, mais je vais dire que bon, c'est un peu biaisé ça. Mais toujours est-il que pour tenir compte, pour prendre en compte la notion de responsabilité sociétale, en réalité, toute information utile devait être mise à la disposition de parties. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui s'agit. Mais bon, ok. Ensuite, présenter donc les informations actualisées basées sur des faits et présentées de manière claire et objective pour permettre aux parties prenantes d'évaluer avec justesse l'impact des décisions et activités de l'organisation sur leur intérêt. Alors, le principe de la transparence ne nécessite pas de rendre public, comme tu disais, on va revenir sur des informations exclusives. Voilà. Et il n'entraîne pas la mise à disposition d'informations confidentielles, ou qui contreviendraient à des obligations juridiques, commerciales ou touchant à la sécurité ou à la vie privée. Donc, normalement, il s'agit de planifier, développer, contrôler et ajuster. Je pense que c'est tout ça, c'est résume à cela. Alors, ensuite, un autre principe, le principe donc de comportement éthique. Donc, l'éthique. Il consiste donc à adopter un comportement fondé sur les valeurs de l'honnêteté, de l'équité et de l'intégrité. Les valeurs-là impliquent donc que l'on se préoccupe d'autrui, des animaux et de l'environnement, et que l'on s'engage à traiter l'impact de ces décisions et à compter sur les intérêts des parties prenantes. Donc, on a fait déjà comme le principe 3. Ensuite, le principe de la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Il s'agit de reconnaître et prendre en considération les intérêts de ces parties prenantes et y répondre. Bien que les objectifs de l'organisation puissent se limiter aux intérêts de ses propriétaires, membres, clients ou mandataires sociaux, d'autres individus ou groupes peuvent également avoir des droits et expériences qui permettent de prendre en compte. Là, collectivement, ces individus ou groupes constituent les parties prenantes de. Il s'agit donc d'identifier ces parties prenantes-là, identifier et tenir pleinement compte des intérêts et des droits de ces parties par la législation. Ensuite, il faut reconnaître que certaines parties prenantes peuvent avoir une initiative sur les activités de l'organisation. Ensuite, l'autre principe, le quatrième, c'est le respect du principe de l'égalité. Cela implique, dans un premier temps, d'accepter que le respect du principe de l'égalité soit obligatoire.
de considérer qu'aucun individu ou organisation n'est au-dessus des lois et d'autre part, y compris les pouvoirs publics. Le principe de l'égalité est en opposition avec l'exercice arbitraire du pouvoir. Il sous-entend que les lois et la réglementation sont écrites, diffusées publiquement et appliquées de manière équitable conformément donc à des procédures établies. Ça veut dire quoi dans l'entité là? Ça ne veut pas dire que non. Comme il est directeur, la même loi ne doit pas s'appliquer à lui. Non, parce que la loi doit s'appliquer à toutes les parties des femmes, à tous ceux qui interviennent dans l'entité. Alors, de se conformer donc à toutes les législations et réglementations en vigueur, de prendre des mesures pour prendre connaissance des lois et réglementations en vigueur, pour informer ceux qui font partie de l'organisation qui sont tenus de mesures, de se conformer aux législations légales dans toutes les juridictions, même si ces lois et réglementations ne sont pas appliquées. Ensuite, le principe suivant est la prise en compte des normes internationales. Dans les situations où la législation ou sa mise en application ne pas de garde-fous environnementaux ou sociaux adéquats, il faut s'efforcer à minima de prendre en compte les normes internationales tout en respectant les décisions. Dans le pays où la législation ou sa mise en application contredit les normes internationales de développement, il faut s'efforcer de prendre en compte dans toute la mesure du possible. Dans les situations dans lesquelles la législation ou sa mise en application est en opposition avec, comme je disais, les normes internationales de développement, et lorsque le fait de ne pas prendre en compte les dites normes, pourrait avoir des conséquences significatives, il faut revoir, lorsque cela est faisable et approprié, la nature de ces relations et activités de cette juridiction en question. Alors, il faut considérer les voies et moyens légitimes pour parvenir à influencer les organisations et les autorités pertinentes en vue de remédier à ce type d'écart, éviter d'être complice des activités d'autres organisations pas cohérentes avec. Voilà, c'est surtout, il faut éviter cette erreur. Par exemple, l'entreprise A, vous êtes l'entreprise A, vous menez des activités, vous tenez compte d'un certain nombre de normes. Donc, comme à côté de vous, il y a votre voisin, l'entreprise B, qui donc agit sans tenir compte de ces réglementations-là. Vous aussi, vous voulez copier ce que l'autre fait. Vous voyez que bon, ça dénature un peu. Faites très partie de ces débats de juridiction. Donc, il faut vraiment. Voilà, alors, il s'agit de prendre donc en compte, notamment lorsque la loi du pays ne précise pas le cadre, il faut s'appuyer sur ce que l'on dit ici, ça veut dire quoi? Que, par exemple, le pays dans lequel l'activité est, il peut ne pas donc, dans sa législation, mais dans sa réglementation, prendre en compte justement les principes qu'il faut respecter, par exemple, pour l'activité. Mais, dans ce cas-là, s'il y a cette faiblesse de loi ou bien de discussion, il faut alors se référer à quoi? Aux normes internationales. Alors ensuite, le respect des droits de l'homme. Respecter les droits de l'homme et reconnaître à la fois leur importance et leur universalité. Il faut respecter et chaque fois que possible pour promouvoir les droits énoncés dans la Déclaration internationale des droits de l'homme. Accepter l'universalité de ces droits, c'est-à-dire le fait qu'ils soient applicables de manière indivisible dans tous les pays, toutes les cultures et situations. Prendre des mesures pour respecter les droits de l'homme et dans les cas où ceux-ci ne sont pas protégés et créer avantage de situation. Par exemple, un exemple d'un chef d'entreprise, d'accord, un chef d'entreprise qui a sous sa responsabilité après son personnel. Alors, normalement, comme on l'a dit, pour tenir compte de prendre en compte la notion de RSE,
Je vais te rappeler, je te rappelle. D'accord. Donc, comme je disais, accepter donc, donc un chef d'entreprise qui a sous sa responsabilité, son personnel et autres. Mais comme, alors, si la loi, par exemple, n'a rien prévu, surtout au niveau du volet social, on est d'accord, hein? Il y a des activités, c'est-à-dire normales que le personnel, en fait, si vous voulez, c'est des obligations, voilà, doivent plus ou moins mener. Mais en dehors de ça, ça dit qu'il leur soumet encore d'autres corvées qui ne font plus partie, c'est-à-dire qui ne respectent plus justement, c'est-à-dire la réglementation normale. On est d'accord? Donc, ça veut dire que là, il est en train de, il ne respecte plus les droits. Par exemple, on dit qu'il y a, par exemple, pour un travailleur, c'est-à-dire il doit avoir, par exemple, un congé annuel, on est d'accord, non? Maintenant, lui, au lieu d'accorder ce congé annuel-là, il ne le fait pas. Et en même temps qu'il ne le fait pas, ça veut dire que la sécurité, en fait, si on t'appelle par exemple un mois de qualité, puis on compte. Même quand tu ne travailles pas, tu es payé. Maintenant que toi, on ne t'accorde même pas, comment on appelle ça? On ne t'accorde pas ce congé-là. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire qu'en réalité, on te doit un 13e mois qui ne dit pas son nom. On est d'accord? On te doit un 13e mois qui ne dit pas son nom. Donc, ça veut dire que ça, c'est une faiblesse. Et ça, c'est comme s'il ne respecte pas les droits. Donc, là, il y a un véritable problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut respecter les droits. Parce qu'il y a quand même des entreprises. C'est-à-dire, quand tu vas vouloir, par exemple, quand tu vas vouloir te plaindre, on va dire, bon, on te renvoie. Donc, tu es licencié. Ça, il n'y a pas de respect des droits. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut plus ou moins prendre en compte. Donc, comme on dit, il faut accepter le principe de prendre en compte les droits dans les cas où l'administration s'est mise en application de la suite sur un droit des droits. Donc, alors, comme je disais, l'aspect développer donc les hommes et l'écosystème sociétal. Donc, voici un peu, voilà, plus ou moins schématique. Garantie d'équité, donc traitement équitable de chacun, promotion de la diversité, ensuite agir en cohérence avec les valeurs de culture du groupe. Donc, valeurs de culture du groupe, cohérence des comportements, encourager et favoriser l'employabilité du collaborateur. Donc, un management responsable, évolution professionnelle construite, anticipation et accompagnement comment on appelle ça, des transformations, favoriser la qualité de vie au travail, donc santé, sécurité, équilibre, vie professionnelle, pouvoir le développement économique, social et culturel du territoire d'intégration, donc emploi local, insertion, soutien à l'entreprise locale, etc., dialogue avec les parties prenantes locales, cause d'intérêt général, éducation des salariés. Ensuite, consulter avec les fournisseurs et parties, élection, accompagnement des fournisseurs sur des critères sociaux, dialogue avec les parties prenantes, promouvoir la participation, la collaboration et le social. Information sur l'employeur, démarche participative, climat et dialogue social. C'est bon? Donc, voici un peu tous les aspects qu'il faut prendre dans la démarche de la. Alors, donc, pour résumer, finalement, on a combien de principes? Les principes sont au nombre de 7, non? C'est ce qui est résumé là. Alors, on a donc la responsabilité de rendre compte, de la transparence, le comportement éthique, le respect des intérêts des parties prenantes, le respect du principe de l'égalité, le respect des normes internationales du comportement et le respect des droits de l'homme. C'est bon? Mais monsieur Souper, concernant le respect des droits de l'homme, naturellement, nous entrons dans le cadre juridique. Oui. Quand nous entrons dans le cadre juridique, c'est que c'est toutes les sociétés, je dirais que normalement dans toutes les sociétés, il y a un service juridique, puisque oui, mais le service juridique, il travaille pour le compte de qui? C'est ce qu'il t'a dit. Le travailleur par rapport au responsable d'entreprise,
Ce sont des parties prenantes. Mais le responsable d'entreprise peut ne pas tenir compte de l'intérêt du travailleur. Voilà. Alors, maintenant, le service juridique, il est là pour défendre l'intérêt d'abord du chef d'entreprise, de l'entreprise, du chef d'entreprise. Donc, en tant que travailleur, là, quelle est la marge du manœuvre que tu as pour pouvoir plus ou moins t'adresser à ce service-là? Tu vois que tu peux ne même pas avoir le droit de citer. C'est bon? Voilà. Donc, on ne pourra pas dire que parce que l'entreprise a un service juridique, qu'elle tient compte des droits de l'homme. On est d'accord? Voilà, c'est pas évident. Donc là, on est obligé, soit par exemple, de saisir le tribunal du travail. Voilà. Alors, donc en deux, on va voir la notion de référentiel responsabilité sociétale. Qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel RS, c'est à guider l'action en faveur de la RSE ou de l'action. D'accord? Alors, tout à l'heure, on a donné l'exemple principe de comment on appelle ça? RSE. Très bien. Mais alors, on a dit qu'il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte de ça. C'est pour ça qu'on a édité un certain nombre de référentiels. Ça veut dire quoi? Ces référentiels-là vont nous permettre justement de guider les actions de l'entreprise en tenant compte de ces différents principes-là. C'est bon? Voilà. Ça veut dire que, bon, ok, il n'y a pas de souci. Voici les principes, on dit qu'il faut les respecter. Mais tu peux ne pas les respecter. D'accord, tu peux ne pas les respecter. Et ça peut même être difficile de respecter ces principes-là. Pour que ça soit facile, il y a, comment on appelle ça? Il y a des guides qu'on va plus ou moins élaborer. C'est ce qu'on va appeler les référentiels. Ça veut dire que pour respecter, par exemple, le principe d'équité ou bien de transparence, là, voici un référentiel qui est mis à ta disposition et c'est ça que tu vas regarder pour, comment on appelle ça, exercer ton activité. Si effectivement ce principe-là, ce référentiel-là guide ton action, ça veut dire qu'il y a déjà un principe que tu prends en compte. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle donc un référentiel. Alors, on peut tout à fait se mettre volontairement en conformité avec un référentiel pour s'appuyer sur un référentiel sans envisager la certification ou l'évaluation de la conformité de l'entreprise à ce référentiel-là. Alors, ces référentiels-là vont couvrir donc 5 domaines. Dans le domaine social, dans le domaine environnemental, le domaine économique, le domaine territorial et le domaine de la gouvernance. Alors, les référentiels de la RSE sont comme des types de cycles. Par exemple, les référentiels d'engagement, on a les référentiels guides, on a les référentiels de management, on a les référentiels outils, on a les référentiels de reporting pour transparence et on a ce qu'on appelle les labels. C'est bon? Alors, référentiel d'engagement. Qu'est-ce qu'on appelle les référentiels d'engagement? On a tout simplement dit que ce sont des tests par lesquels l'entreprise s'engage à progresser sur tout ou partie de la RSE, assorti d'incitation à proposer un plan d'action ou un rapport de performance associé. Ces tests sont de sources internationales et nationales. On peut citer comme exemple, par exemple, des référentiels d'engagement, le Pacte mondial ou Global Compact international. C'est une initiative des Nations Unies lancée en 2000 et qui vise à inciter les entreprises à adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l'homme, aux conditions du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Donc, c'est le pacte mondial. C'est donc un référentiel d'engagement. Il y a aussi le pacte, comment on appelle ça? Alors, ce pacte mondial-là encourage également la participation de la société civile, des organisations professionnelles, des gouvernements, des organismes de las Nations Unies, des universités et toute autre organisation. Il y a aussi comme référentiel d'engagement à charte de la diversité et donc un référentiel national. Alors, proposer à la signature de toute entreprise
quelle que soit sa taille, cette charte engage l'entreprise à condamner les discriminations dans le domaine de l'emploi et à œuvrer en faveur de la diversité en exécutant l'action sur les 6 axes. C'est bon? On parle des chartes de la diversité. Alors, il s'agit de 10 engagements. Ensuite, pardon, la charte de la diversité inter-entreprise nationale aussi. Alors, il s'agit de 10 engagements à destination des grandes entreprises ou des achats responsables. Alors, autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle un achat responsable? Qu'est-ce qu'on appelle achat responsable? Il s'agit de 10 engagements à destination des grandes entreprises ou des achats responsables. Alors, on parle d'achat responsable. Parce qu'il y a même la société. Donc, on parle de l'achat responsable. La question est. Moi, je pense qu'un achat responsable, c'est un achat qui prend en compte toutes tous les principes de la responsabilité sociétale. Par exemple, un exemple d'achat responsable. Acheter une société ou bien Acheter une société. une banque par exemple. Est-ce que c'est vraiment ça? En fait, je prends un exemple, il y a un produit X, c'est ça non? Il y a des entreprises. Bon, il y a un produit X, il y a des produits, il y a plusieurs, une panoplie. L'entreprise vient faire des achats. Mais il faut que, comme on dit, c'est-à-dire que l'entreprise là mène des activités, c'est ça non? Et ces activités-là ont une incidence sur l'environnement, sur la société, donc sur les parties prenantes, les partenaires, etc., etc. On est d'accord? Alors, si l'entreprise fait, par exemple, fait des actions d'achat, est-ce qu'on connaît un peu la nature, c'est ça, non? La nature des produits bien qui entrent en ligne de compte au cours de ces achats? Est-ce que ces éléments-là peuvent ne pas avoir une incidence, une conséquence sur l'environnement? On peut, bon, moi je peux dire, bon, moi j'exerce par exemple dans le domaine, comment on appelle ça, je dis n'importe quoi, bon, dans le domaine minier. Donc, je vais acheter de l'or, je vais acheter tant, je vais acheter tant. Mais attention, j'achète des produits, des ressources minérales. Je vais faire un achat et il se trouve que c'est de l'uranium que je vais acheter. Quand on sait que l'uranium, là, c'est un produit qui est radioactif, par exemple. Mais si, dès que c'est de façon, parce que c'est ça aussi, mener des activités, comme on dit, de transparence, c'est ça aussi, ça veut dire que cet uranium que je vais acheter, là, tellement que je ne vais pas déclarer que c'est l'uranium que je vais acheter, par exemple, et quelque part dans mon entité, là, il y a un petit point qui est caché où je développe peut-être que les activités concernant l'uranium, mais ce n'est pas, ça dit que je. Voilà. Donc, l'achat que je viens de faire, franchement, ça va avoir des conséquences. Ce n'est pas un achat responsable. Ça veut dire que ce qu'on appelle achat responsable, ça veut dire que bien dit quoi? L'action que tu poses là, voilà. Il ne doit pas avoir une répercussion négative sur l'environnement, sur la société, voilà. En fait, c'est ça. Donc,
ces engagements, ça veut dire que les engagements qui sont rédigés et qui sont donc dirigés en destination des grandes entreprises, pour que ces entreprises puissent faire des achats responsables, en fait, c'est un certain nombre de recommandations qu'on leur demande. Ah, si tu dois faire ça, voici comment il faut procéder, voici comment il faut procéder pour respecter ces 10 engagements. Si l'activité, c'est-à-dire l'achat que tu fais respecte ces 10 engagements, alors on peut juger que c'est un achat qui est responsable. Bon. Et donc, comme on dit, c'est bien clair, on dit qu'il participe donc à quoi? À la construction d'une relation équilibrée et durable entre les grandes entreprises et leurs fournisseurs dans la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs donc à chacun et chacun. C'est bon? Alors, ensuite, il y a la charte achat durable et commerce local. C'est donc une charte qui aide à favoriser une offre de produits et de services respectueux de la nature et d'un développement en phase avec les valeurs humanistes du développement durable et par là même à favoriser l'émergence de processus de production plus propre, plus durable et plus solidaire, notamment à l'échelle d'une planète. Alors, moi, il y a quelque chose que je veux voir si effectivement vous savez, on dit par exemple, un processus de production plus durable. Vous pensez à quoi? Processus de production plus durable. Ou bien processus de production durable. À quoi vous pensez? Parce que dans le processus de production durable, ils sont déjà à respecter les conditions de la génération présente, tout en tenant compte aussi de la génération future. Je prends l'exemple peut-être de ce que vous avez tout à l'heure évoqué, l'achat de l'uranium, sachant très bien que c'est un produit réactif. Moi, je veux l'utiliser pour peut-être répondre à mon besoin présent. Et ce n'est pas seulement au besoin présent qu'il faut tenir compte aussi du besoin futur. Quel sera l'impact de l'uranium dans les jours à venir? C'est ça? Dans la notion de durabilité, c'est sur ces aspects-là qu'on conçoit ça. Bon, d'accord. Et la notion de développement durable. La notion de développement durable. C'est pratiquement la notion de développement durable. C'est tenir compte de la génération présente sans compromettre de la génération future. Donc, c'est. Oui, mais ok. Tenir compte de la génération présente sans compromettre la génération future. Tout ça, on est bien d'accord. Mais la notion, donc, on tient compte de quoi? Donc, quels sont les aspects qu'on va prendre compte? On dit que c'est un développement durable. Oui. Déjà qu'on parle de développement, comme par exemple les objectifs. Quels sont ces objectifs-là? Par exemple, éradiquer la faim. Comment? L'éradication de la faim, oui. La pauvreté. Oui. Par exemple, ça va être un point sur lequel. Éradication de la pauvreté, je suis d'accord, d'accord, ça c'est bien un peu ensuite. On pense plus à déjà aussi au principe de la réalisation sociétale environnementale que nous avons vu. Parce que si on veut parler d'un développement durable, c'est aussi respecter le principe d'éthique et le principe d'éthique sociale, et aussi respecter la transparence, c'est vraiment remplir toutes ces conditions dans mon sens. Oui, je suis d'accord. Mais alors, on a utilisé le terme développement et on a utilisé le terme durable. C'est pas anodin. On remonte un peu au début. Et si vous voulez voir, puisqu'on a vu la notion de croissance, la notion de croissance verte et l'économie verte. L'économie verte, là, pourquoi on dit que c'est, pourquoi on parle d'économie verte? Et on parle de la protection de l'environnement.
Protection de l'environnement. Ok. Alors, si cette économie-là doit, par exemple, être durable, donc ça veut dire qu'il y a un aspect qu'on prend en compte. On prend en compte l'environnement même. L'environnement. Est-ce que c'est l'environnement seulement qu'il faut prendre en compte? On prend en compte le volet social et on prend en compte le volet économique. Donc, quand on parle de développement durable, ça veut dire que les trois aspects-là sont pris en compte. Ça veut dire que aspect environnemental, aspect social et aspect économique. C'est de là que ressort, en fait, celui-ci intègre la notion de développement durable. Un développement qui est qualifié de durable, ça veut dire que l'environnement est pris en compte, donc moins de conséquences sur l'environnement. Le volet social est pris en compte, donc promouvoir justement comment on appelle ça, les aspects économiques, sociaux et autres là, et puis le volet économique. Quand vous voyez bien, c'est-à-dire volet social, volet environnemental, volet économique, on a fait des, comment on appelle ça, tout à l'heure, réduction de la pauvreté. Ça c'est réduit dedans. Parce que même quand on dit réduire la pauvreté, là, mais c'est quoi on appelle réduire la pauvreté? Si tu n'es pas en bonne santé, c'est pas manger seulement à ta faim. Si tu manges à ta faim, mais si ça doit te rendre malade, ça veut dire que voilà, ça, ce n'est pas, tu n'as rien fait là. Voilà, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on prend en compte le volet social, le volet environnemental et puis le volet économique. Quand ces trois éléments-là sont respectés, on est dans un développement qualifié de développement durable. Bon. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous comprenez, par exemple, dans cette phrase-là, que quand on parle de favoriser l'émergence des processus de production plus propres, plus durables et plus solidaires, notamment à l'échelle d'une localité, ça veut dire quoi? Que, effectivement, tout ce qu'on produit là, ça ne va pas avoir une conséquence sur l'environnement, sur la société et sur l'économie. Au contraire, on doit prendre ces éléments-là, ça doit plus ou moins prendre ces éléments-là du côté positif. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on puisse parvenir au développement économique, et puis qu'on puisse respecter l'environnement et qu'on puisse tenir compte de la société. C'est bon? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la charte RGE, responsabilité globale des entreprises. On dit par cette charte-là, l'entreprise s'engage à mettre chaque année en place un plan d'action RSE annuel qui comporte au moins une action dans le domaine social, une action dans le domaine environnemental et une action dans le domaine territorial, ainsi que des indicateurs de progrès pour chacun de ces domaines. Le plan qui sera donc présenté à l'équité des participants par la vie de son enrichissement et application. Bon. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qu'on va donc qualifier de référentiels. Et ce sont ces référentiels qui vont guider l'action de. Il y a aussi ce qu'on appelle le référentiel guide, qui sont des tests de référence expliquant la démarche à suivre pour mettre en œuvre une démarche RSE ou l'un de ses aspects particuliers. Et comment on appelle ça? Remarquez que dans chaque entreprise, il y a toujours un aspect RSE qui est pris en compte. Ça veut dire quoi? Que, généralement, quand on regarde l'entreprise de loin, on pense que ces entreprises ne tiennent pas en compte. Mais au sein de l'entreprise, il y a quand même un strong action qui milite en faveur donc, de la démarche RSE. Ça peut être, par exemple, le fait que l'entreprise a donc plus ou moins permettre à toutes les parties prenantes, justement, de décider des actions à mener au niveau de l'entreprise. C'est vrai que la direction de l'entreprise plus ou moins peut prendre elle seule, on est d'accord, peut prendre des décisions, mais il y a encore plus à gagner quand on dit par exemple à l'ouvrier ou bien au personnel, c'est-à-dire on lui demande la voie, c'est-à-dire selon lui, quelle politique il faut appliquer pour que l'activité puisse prospérer. Mais quand vous mettez par exemple un travailleur au centre de cette préoccupation-là, il ne fera que donner du meilleur de lui-même. C'est-à-dire que quand le travailleur sent que ça lui appartient là, voilà. Quand il est partie prenante, forcément il va donner le meilleur de lui-même.
et les responsables d'entreprise, je vais dire quoi, les leaders, les managers, là, en fait, ce sont ces aspects-là qui, généralement, ils doivent prendre en compte. Quand vous voulez être un bon leader, un bon, comment on appelle, quand vous voulez faire du management, il faut tenir compte surtout de ces aspects. Un bon leader, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, tes travailleurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour l'entreprise, comment est-ce que tu les traites? Est-ce qu'ils sont intégrés? Est-ce qu'ils sont intégrés à la vie quotidienne de l'entreprise? S'ils ne le sont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation, rien. Il vient ici, il doit allumer l'ordinateur, il allume. Mais quand on lui dit, bon, quelle est la politique qu'on applique, il dit, bon, on allume l'ordinateur, voici ce qu'on doit faire là. Si lui-même il propose et qu'il voit qu'effectivement on met en œuvre ces actions-là, mais vous allez voir qu'il va sentir que l'entreprise lui appartient. Il va se sentir et il va donner le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il faut faire généralement dans les entreprises. Là. Quand vous êtes chef d'entreprise, privilégiez cet aspect. Vous allez voir que votre entreprise va construire. Mais quand vous voulez être le seul à donner, voilà, c'est-à-dire, voilà, moi je veux qu'on fasse ça, et non, c'est pas bon, quand ça est comme ça, le monsieur il sent que c'est la pression. Donc là, il n'est plus, ça devient maintenant, c'est comme un automate. Donc là, il ne donne plus, il ne réfléchit plus, il fait ce qu'il a fait, puis laisse. Mais quand tu lui donnes l'opportunité de s'imprégner, de donner, comment on appelle ça, des orientations, ça c'est évident que c'est bon? Alors, dans les référentiels guides, il y a ce qu'on appelle la norme ISO 26000. C'est une norme non contraignante d'application volontaire qui a été publiée donc en 2010. Voilà. Je pense que je ne sais pas si la trace, mais est-ce qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire ici qui ont cette norme-là? Vous en connaissez? Au niveau de la Côte d'Ivoire, ou bien au niveau de la médiation, il y a des entreprises qui ont déjà cette norme-là. ISO 26000 là. Bon, cherchez pour voir. Alors, elle donne les lignes directrices donc aux entreprises et aux organisations pour coopérer de manière socialement responsable. Cela signifie qu'elles doivent agir de manière éthique et transparente, de façon à contribuer donc à la bonne santé et au bien-être de la société. Ensuite, vous avez le référentiel de la région Pays de la Loire. La région des Pays de la Loire, la RSU, le développement économique nigérien et à co-construire un référentiel régional adapté aux enjeux et donc de façon locale. Son objectif est donc d'aider les entreprises, notamment les TPE et les PME, à formaliser, structurer et améliorer donc leur démarche RSE. Alors, il y a le référentiel management. Ce sont des tests qui expliquent le processus pour l'identification et la maîtrise des risques par la définition et l'application du plan de progrès continu. Les référentiels comportent des exigences certifiées par un tiers. Donc, quand on pense au référentiel management, il faut penser donc à la norme management de la qualité, donc norme ISO 9001. Ensuite, la norme management de l'environnement, ISO 14001. La norme management de l'énergie, ISO 50001. La norme management des droits humains, SA 8000. Puis la norme management de la santé et du travail. Alors, donc, au niveau du référentiel management, voilà, donc, comme je disais, voici un peu le résumé. Comme je parlais ici, on parle donc de la durabilité. Donc, comme j'ai dit, voici un peu voilà, le résumé qu'on fait de tout ça. On parle d'un développement durable parce que tout simplement, on tient compte de la société, on tient compte de quoi de l'économie. Donc, il y a une action qui est vraiment équitable, un accord qui est vivable et qui est viable. Voilà. On parle de développement.
Donc, au niveau des référentiels, donc, voilà, les référentiels management, on a donc qualité, environnement, hygiène et sécurité, et société digitale. Ensuite, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les référentiels outils. C'est l'ensemble des méthodologies et normes développées pour évaluer un impact des activités ou des produits ou la performance des entreprises associées à la démarche RSE ou à un domaine de responsabilité particulier. Donc, par exemple, le bilan carbone, les outils d'indice de carbone, le plan de déplacement entreprise, plan climat-énergie, comment on appelle ça, agenda 21, donc tout ça. Alors, ces éléments-là, si vous voulez, ces outils-là permettent plus ou moins de déterminer de voir un peu au niveau des activités que l'entreprise peut pratiquer au point du côté des transformations. Alors, le bilan carbone, qui est donc comme un référentiel outil national, c'est une méthodologie assortie d'un outil pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre induites donc par l'activité d'un site, d'une entreprise ou d'une collectivité et identifier les leviers d'action associés. Une vision globale prenant en compte les approvisionnements, le devenir des déchets, l'utilisation des moi, je n'ai pas, si j'avais le logiciel, on allait pouvoir donc introduire ce dans les données et puis on allait voir le résultat. Alors, il y a aussi la base carbone qui est aussi donc un référentiel outil national, qui est donc un tableur pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre induites par une entreprise. Donc, aussi comment il s'est un tableur, vous entrez les données, et puis ça va vous sortir donc une valeur. Donc, tout simplement. Donc, on pourra avoir le taux, par exemple, de quoi? On peut avoir le taux d'émission. Donc, etc. Parce qu'on sait quand même que ces gaz à effet de serre-là, entraînent quoi? Entraînent une augmentation supplémentaire des annonces de la quantité de chaleur déjà. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Je pense que pour ceux qui sont dans la spécialité ingénierie, analyse du cycle de vie. Cette analyse est régie par la norme de la série ISO 14040. L'analyse du cycle de vie produit sert donc à évaluer l'impact des produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Production, distribution, de vie. Là aussi, c'est donc un autre. Il y a donc critères pour l'achat public responsable. L'achat durable responsable sont des achats de services et fabriqués dans des conditions socialement respectueuses, par exemple dans le cadre du commerce. On parle donc d'achat vers non seulement ne prend en compte que la dimension environnementale. Le concept d'achat durable est donc plus large. Donc, quand on parle d'achat durable, ça veut dire qu'on prend en compte tous les trois piliers. Alors, quels sont ces trois piliers-là? Les piliers économiques, social et environnemental. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez de développement durable, vous savez qu'on peut prendre en compte combien d'aspects? Trois aspects. On est d'accord? Trois aspects. L'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. C'est bon? OK. Alors, référentiel, toujours référentiel outil pour devenir accueillant. Ça, il s'agit donc ici, comment on appelle ça? Je dis quoi? De l'apport, donc, par exemple, du personnel handicapé dans la. Alors, il y a aussi le référentiel du reporting ou de transformation des tests de référence guidant les entreprises dans la certification et la présentation de leur performance TSE. Je peux citer par exemple le reporting et donc un référentiel de référence
qui est donc une organisation indépendante dont le siège est situé à Amsterdam. Il réunit les parties prenantes de différents horizons, entreprises, ONG, universités, chercheurs, syndicats, représentants, etc. Alors, et il y a aussi ce qu'on appelle, donc le GRI s'est fixé comme mission dès sa création en 1997 de développer des directives applicables au niveau international. Ça veut dire quoi? Les directives qui sont élaborées à leur niveau là, par exemple, à travers le monde entier, toutes les entreprises qui sont les activités. Alors, la principale contribution donc du GRI dans ce domaine concerne la définition du référentiel d'indicateurs qui permettent donc de mesurer et de suivre la performance des politiques de société. Ces directives-là devraient permettre donc de structurer et de formaliser les rapports de gestion de production. Il y a aussi ce qu'on appelle le décret d'application de la loi Grenelle 2, et donc un test applicable en matière de transparence sur les données sociales, environnementales et sociétales. Il concerne plus de 500 des entreprises qui ont plus de 500 salariés sous des ordres de chiffre. Ensuite, il y a le référentiel donc label, soit les entreprises. Les labels délivrés par un tiers public ou privé sont adossés à des référentiels d'exigence. Donc, le produit peut citer par exemple le label, éco-label, qui est encore un environnement. Donc, voici un peu les différents labels qui. Alors, il y a le label aussi entreprise. Au niveau des entreprises, donc, des labels, il y a le label Lucie, le label AFAC, le label Égalité, le label DSP. Ils sont donc sur ici des labels qui permettent donc justement de mesurer la performance surtout des entreprises. Alors, maintenant, on va voir la notion d'indicateur. Qu'est-ce qu'on appelle indicateur? Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision, grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance de façon relativement objective à un instant donné ou dans le temps. Il se veut donc être une sorte de résumé d'informations complexes offrant la possibilité à des acteurs différents de dialoguer entre eux. L'indicateur, qui peut être donc qualitatif ou quantitatif, décrit généralement un état, une pression ou une réponse ne pouvant être appréhendée directement. Il doit exister une relation causale entre le fait mesuré et l'indicateur. L'utilité d'un indicateur dépend d'abord de sa capacité à refléter la réalité, mais aussi de sa simplicité. Je vais